Ceux du Québec nous amène ce soir à prolonger cette édition du téléjournal de 45 minutes. Nous vous présenterons comme d'habitude les principales nouvelles nationales et internationales, mais ensuite nous reviendrons avec nos correspondants déployés dans les zones sinistrées par la crue des eaux sur la situation là-bas. Et bien justement là-bas, le niveau des eaux se stabilise en général dans l'est du Québec. Les autorités de la sécurité civile se disent relativement rassurées après les inondations qui ont frappé hier le Saguenay, Charlevoix et la Côte-Nord. Mais ce qui les inquiète, c'est que les barrages cèdent. Leur résistance est très éprouvée par le débit des eaux de plusieurs rivières. Au Saguenay, on surveille 2 digues qui ruissellent dans la région de Pibrac. Si elles cédaient, le niveau de la rivière au sable gonflerait subitement et menacerait la ville de Jonquière qu'elle traverse. Dans Charlevoix maintenant, un barrage au nord de Clermont qui appartient à la compagnie Donehue menace lui aussi de céder. Il pourrait emporter l'usine de la Donehue, ce qui provoquerait une catastrophe écologique puisque l'usine contient une grande quantité de produits chimiques. Sur la Côte-Nord, les habitants sont toujours isolés. La route 138 s'est affaissée en 4 endroits après des glissements de terrain. Et les forts courants risquent d'entraîner un pont qui enjambe la route. Le Premier ministre Jean Chrétien a survolé la région du Saguenay en hélicoptère aujourd'hui pour constater l'étendue des dégâts et manifester aussi son appui aux sinistrés. Le Premier ministre Chrétien a déjà annoncé la possibilité d'une aide financière accrue au gouvernement du Québec. Il s'est dit étonné par l'ampleur des dégâts. C'est très impressionnant. Il y a énormément de dommages partout. Il y a des ponts, des chemins, des milles de chemins qui sont disparus. Énormément de maisons qui sont disparues. On a vu des évolutions à Jonquière ici. C'est pas encore terminé, mais ce qui est encourageant, c'est que du haut des airs, on pouvait se rendre compte que le niveau de l'eau a commencé à baisser à bien des endroits. Alors, il semble que le pire est passé, tant mieux. Pour sa part, Lucien Bouchard est arrivé au Saguenay il y a quelques minutes à peine. Aussitôt arrivé, M. Bouchard a pris place à bord d'un hélicoptère pour aller lui aussi constater l'ampleur des dégâts. Le Premier ministre a convoqué une réunion spéciale de son cabinet demain et devrait s'adresser aux médias sous peu à Jonquière. Le problème le plus crucial en ce moment dans la région du Saguenay, c'est celui des communications. Les petites villes d'Anse-Saint-Jean, de Petit-Saguenay, de Ferland et de Boileau sont coupées du monde. Même dans les grandes agglomérations comme Jonquière et Chicoutimi, certains quartiers sont touchés. Il est pour l'instant très difficile de dresser un bilan définitif du désastre. La municipalité de La Terrière a été officiellement déclarée zone sinistrée. Selon la sécurité civile, 5000 personnes au moins ont été évacuées dans le Saguenay. Plus d'1 millier de maisons sont complètement détruites ou fortement endommagées. Les inondations ont causé la mort de 3 personnes. La route 172 entre le lac Saint-Jean et Jonquière est rouverte. La route 175 a été fermée en direction nord, mais elle est ouverte en direction sud. La 381 entre la baie et Saint-Urbain est fermée. Fermée aussi la 170 entre Saint-Siméon et Chicoutimi et entre Jonquière et Saint-Bruno. C'est donc le Saguenay qui a subi le plus de dégâts. Des milliers de personnes ont été évacuées tant à Chicoutimi qu'à Jonquière, La Baie, La Terrière, Petit-Saguenay, Anse-Saint-Jean et Rivière-Éternité. Le compte-rendu de Michel Morin. Voilà à quoi ressemble le Saguenay du Haut-Désert. Partout, des milliers de tonnes de terre sont charriées par les eaux des rivières Chicoutimi et au Sable, dont le débit demeure toujours inquiétant. Des dizaines de résidences ont été emportées, dont 2 HLM d'une 50aine de logements à Jonquière. D'autres bâtisses avoisinantes pourraient s'écrouler si la situation se maintient. Les quartiers Saint-Philippe et Saint-Jacques sont parmi les plus affectés actuellement. Le ruisseau des Chênes qui passe par là se fait de plus en plus menaçant. On craint le pire à cet endroit si jamais les digues qui se trouvent en amont devaient céder. Lorsqu'ils disent on va avoir certaines quantités d'eau, ils font des probabilités. Ils nous tracent différentes choses là, selon ces données-là pour dire que cette zone-là pourrait être soit baignée ou soit tendance à glissement ou des choses comme ça. À Chicoutimi, ce sont les piliers du pont du Buc qui font l'objet de l'attention des ingénieurs. Plus tôt en matinée, on craignait que la vieille église Sacré-Cœur cède à son tour, ce qui aurait alourdi considérablement les dommages. À la baie, certains évacués ont pu retourner dans leur résidence, mais il est toujours impossible de rallier les 3 secteurs en automobile, les ponts demeurant fermés à toute circulation. Plus tôt, la région a reçu la visite du vice-premier ministre Bernard Landry, qui a assuré la population de l'appui de Québec.
Il a expliqué que la notion de zone sinistrée n'existe plus, mais que des programmes pourraient permettre le remboursement de certains dommages. M. Landry s'est d'ailleurs dit surpris de l'ampleur des dégâts. Comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une grande productrice d'électricité, il ne fait aucun doute à ses yeux que cette catastrophe naturelle aura des répercussions certaines sur la vie économique de la région. Un très grand nombre de barrages et de centrales ont subi des dommages considérables. Alors ça, c'est le cœur de l'appareil industriel de la région. L'alumine, la bauxite sont transportés par voie ferroviaire et par voie routière. Dans certains cas, il y en a pour plusieurs jours, sinon semaines, de rétablissement d'une circulation normale par ces voies de communication. Plusieurs entreprises ont d'ailleurs cessé ou ralenti considérablement leurs activités. C'est le cas notamment de la papetière Abitibi-Price et d'Alcan, qui tentent par tous les moyens de mettre en place un plan de transport de bauxite et d'alumine par camion. Le réseau ferroviaire de l'entreprise étant complètement paralysé. La seule façon de quitter la région est d'emprunter la route 175 en direction de Québec. Toutes les autres artères sont coupées par des affaissements de terrain ou de ponts. Ce sont les 170 mm de pluie qui sont tombés sur la région depuis vendredi qui sont responsables de cette situation. La région devrait connaître une certaine accalmie demain, puisqu'Environnement Canada prévoit un ciel généralement ensoleillé. Ce ne sera cependant pas suffisant pour permettre à toute cette eau de pouvoir être évacuée, puisque dès mardi, entre 10 et 20 mm de pluie supplémentaires sont à prévoir. Ici Michel Morin, à Jonquière. La solidarité se développe dans les situations catastrophiques. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour aider les gens qui ont été évacués un peu partout dans la région du Saguenay, par exemple. On a établi des postes d'accueil assez efficaces. Le compte-rendu d'André Aymon. Les services d'accueil des trois grandes villes du Haut-Saguenay reçoivent des sinistrés et des évacués depuis très tôt hier matin. À l'abbé, l'armée canadienne a mis sa base militaire au service des citoyens, où plus de 150 personnes ont trouvé refuge après avoir été accueillies à l'hôtel de ville. La plupart d'entre eux avaient été secourus hier par hélicoptère. À Chicoutimi, tous les évacués ont été transférés du centre sportif Georges Vézina à l'Université du Québec. C'est à partir de là maintenant que s'organise tout l'accueil. Cependant, vous demandez également une collaboration et on va soutenir vos mouvements quand vous gagner vos logements, mais sûrement pas au cours des prochaines heures. On parle actuellement de plus de 10 000 évacués au Saguenay. Les réfugiés de Chicoutimi se sentent maintenant en sécurité. Oui, j'étais en visite parce que mon mari est à l'hôpital et s'est fait opérer vendredi. Fait que je suis obligée de rester ici. Là, la rivière du Moulin, ça a été évacué ce matin. Oui. Oui, puis c'est dangereux pour de ça. La rivière était très haute. Elle était très épeurante. À 4 heures, là, je vous dis que c'était pas facile. Ça n'a pas été facile de partir de là. On avait peur que ça nous arrive sur le dos, tu sais. On disait que le barrage allait sauter. Mais moi, je restais la maison juste à côté du barrage. Le barrage était dans ma cour. Je trouvais ça bien fun, tu sais, mais là... c'est ça, je sais pas ce qu'il y en est. Là. Je me demande si c'est encore debout. À Jonquière, où 330 personnes sont rassemblées à la polyvalente, on retrouve aussi 150 touristes français qui ont dû abandonner leur campement. Je sais pas, ça me fait que je vois ça. Habituellement, je vois ça à la télé, donc ça m'a choqué, mais ça va. Je sais pas, ça fait un peu peur parce que si ça inonde ici, voilà. Là aussi, des personnes âgées ont trouvé accueil et réconfort. C'est affreux. C'est affreux. Je pensais jamais de voir de choses comme ça ici à Jonquière. Terrible. C'est vraiment un désastre. Et franchement, on est bien trotté. On peut se coucher si on veut, on est bien nourri. Alors, on ne peut pas demander mieux. Dans les circonstances. Les services d'accueil et d'hébergement de tout le territoire fonctionnent bien et des centaines de bénévoles sont à l'œuvre partout. Ici André Aymon, au Saguenay. Dans la région de Charlevoix, ce qui provoquait la grande inquiétude, les deux barrages de la Donneyou qui menaçaient la ville de Clermont sont à présent un peu moins dangereux. Bonne nouvelle donc, ces barrages tiennent bon. Mais la crue a quand même grugé les berges à certains endroits. L'usine de la Donneyou a cessé ses opérations ce matin et on a bien rangé le matériel en place. On sait que l'usine entrepose des produits chimiques. S'ils étaient répandus dans le secteur, il pourrait y avoir des astres écologiques. Des deux barrages, c'est celui qui se trouve à 45 km de Clermont qui est le plus menaçant. Il est donc sous haute surveillance. Ce qui est rassurant, c'est que le niveau de l'eau a baissé. Et puis aussi, on fait le tour des ex, ces territoires de chasse et de pêche, pour s'assurer qu'il n'y a pas de gens en difficulté. À Saint-Siméon, dans Charlevoix, l'intersection des routes 170 et 138 est fermée.
Alors on l'a vu, la situation s'est améliorée à Clermont, dans Charlevoix. Les mesures d'urgence sont levées, les personnes évacuées peuvent maintenant rentrer chez elles. Mais dans les Hautes-Gorges, la Sûreté du Québec poursuit son opération d'évacuation d'une quarantaine de personnes et une vingtaine d'autres pourraient l'être encore. Le reportage de Christine Limoges. À Clermont, hier, c'était le déluge. De l'eau, il y en avait partout. Le niveau atteignait presque ce pont. Une situation désolante. Les mesures d'urgence ont été maintenues pour les municipalités près de Clermont, où une cinquantaine de familles ont déjà été évacuées. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée. Le niveau d'eau des 2 barrages a baissé et continue de diminuer de quelques pouces chaque heure. Selon le porte-parole de Donohue, la compagnie propriétaire des barrages, le stade critique est passé. C'est qu'on a craint le pire, l'effondrement du barrage des Hautes-Gorges, qui aurait fait déborder le second barrage près du village de Clermont et qui aurait menacé les installations de la Donohue. Oui, c'est évident qu'on a tout ça à l'esprit. Dans un très court délai, on peut évacuer l'usine, couper l'électricité, etc. Mais si jamais le raz de marée serait suffisamment gros pour emporter l'usine, tout ce qui est dans l'usine pourrait être affecté. Et puis, effectivement, toute la ville à côté aussi serait probablement affectée. Un peu plus tôt dans la journée, la ministre Louise Baudouin, qui est en vacances à Charlevoix, accompagnée du député Rosaire Bertrand, sont venus voir la situation de plus près. J'ai décidé d'accompagner Rosaire Bertrand, qui est le député du comté, puis de faire le tour, justement, de tout le comté pour essayer de me faire une idée la plus précise possible visuellement, en rencontrant les gens puis en discutant avec eux. C'est difficile pour les gens de s'imaginer toutes les conséquences s'il fallait que ce fameux barrage-là cède. Il y en a un autre barrage ici, près de la Donohue. Qu'est-ce qui arrive du moulin de la Donohue? Qu'est-ce qui arrive de toute la suite? La Sûreté du Québec s'est dirigée dans le secteur du barrage du Parc des Hautes-Gorges pour y mener une opération d'évacuation parce qu'une quarantaine de personnes s'y trouvent. L'opération, qui ne comprend qu'un seul hélicoptère, devrait se terminer en fin d'après-midi. Christine Limoges, à Clermont. Dans la 3e zone sinistrée, la région de la Côte-Nord, eh bien, plusieurs rivières suscitent encore des inquiétudes. On craint que quelques ponts ne soient emportés. Des équipes de recherche fouillent le fond d'une crevasse entre Baie-Trinité et Rivière-Éternité pour voir si des voitures qui s'y trouvent ont des occupants. On est rassuré sur une chose, personne n'a encore été porté disparu. Mais 3 personnes qui faisaient de la voile sur le Saint-Laurent à la hauteur de Tadoussac auraient perdu la vie. Québec Téléphone a tenté toute la journée de rétablir les communications avec ses abonnés de Bécomo. 50 à 75 000 d'entre eux sont privés de téléphone. À Forestville, particulièrement éprouvée, les 200 habitants du coin ont été évacués. D'ailleurs, la jonction de la 138 avec la 385 en direction de Forestville est fermée. La même 138 est sectionnée sur plusieurs kilomètres entre Godbout et Ragueneau. Sur la Côte-Nord aussi, des routes sont fermées en raison des affaissements de terrain dus aux crues. Plusieurs communautés demeurent donc isolées. La sécurité civile confirme les décès de 4 personnes dans une crevasse à l'est de Baie-Trinité. Les explications d'Alain Bouchard. C'est une zone d'une trentaine de kilomètres située à mi-chemin entre Sept-Îles et Bécomo qui a été le plus durement touchée. On retrouve au moins 6 grosses crevasses comme celle-ci près des villages de Baie-Trinité et Pointe-aux-Anglais, résultat de la pluie et des rafales de vendredi soir. Les résidents et des centaines de touristes sont isolés. Cette femme de Port-Cartier est bloquée à Baie-Trinité. Elle s'inquiète pour la santé de son mari. Ces médicaments pour le cœur, il n'y en a plus depuis hier, parce que nos vacances, ils finissaient, ça semblait être à Port-Cartier hier. Ici, 4 véhicules ont été emportés lorsque la route a cédé. Les occupants de 2 voitures ont pu être secourus, mais le conducteur de la camionnette et une famille de 3 personnes, dont une femme enceinte, sont décédés. Une vingtaine de personnes de différents villages ont été évacuées au plus fort de la tempête. Les forces armées canadiennes ont secouru des villégiateurs qui éprouvaient des problèmes de santé. À Baie-Trinité, la rivière a atteint un niveau inquiétant. Et le pire semble passer. Le barrage, c'était notre grosse inquiétude, mais là, il n'y a plus de problème. C'était un matin, on a vérifié les choses, on a fait des canaux de dérivation d'eau pour la station de pompage, et tout va être sous contrôle, l'eau commence à baisser. Transport Québec a commencé à réparer la route, mais les crevasses sont importantes et l'équipement est sollicité de toutes parts.
On parle d'une réouverture possible d'ici 3 ou 4 jours. Entre-temps, divers scénarios sont à l'étude pour remédier à la situation. Il est question de détourner le trafic routier par la réserve de Betty-Amit à l'ouest de Bécomo et d'approvisionner cette île en denrées alimentaires à l'aide d'un lien maritime. Ici Alain Bouchard à Sept-Îles.